Tu dis souvent que tu n'as pas le temps, comme si le temps était une chose matérielle, un objet mal rangé et tombé derrière un meuble, comme s'il suffisait de fouiller un peu mieux pour le retrouver intact, comme si le problème venait d'un manque de méthode, d'organisation ou de chance. Mais il faut être honnête, presque brutal. Le temps ne se perd pas et ne se retrouve pas. Il ne se cache pas. Il se revendique. Pas plus tard. Pas quand la vie sera plus simple. Pas quand le calme reviendra. Maintenant, ici, dans la manière exacte dont tu autorises ta journée à t'habiter ou à te traverser sans résistance. Regarde attentivement. À chaque fois que ces mots te viennent à l'esprit, je n'ai pas le temps. Quelque chose de très précis se révèle, bien plus précis que ce que tu crois. Tu ne dis pas seulement que ton agenda est plein. Tu dis qu'un choix a été fait. Tu dis qu'autre chose a pris la place. Même si ce choix n'a jamais été formulé consciemment. Même si personne ne t'a demandé ton avis. Même si tu as l'impression que tout s'est imposé sans toi. Tu peux croire que tes journées t'échappent, qu'elles filent seules, qu'un mécanisme extérieur dicte le rythme, qu'il existe une cadence imposée impossible à ralentir. Tu peux avoir l'impression que tu subis une mécanique froide, une succession d'obligations, de contraintes, d'urgences qui s'enchaînent sans te laisser d'espace pour respirer. Pourtant, la réalité est plus subtile. Deux formes de temps coexistent dans ta vie. Il y a le temps qui passe, celui de l'horloge, linéaire, indifférent, implacable. Il avance que tu sois concentré ou dispersé, inspiré ou épuisé. Il ne négocie pas, il ne s'adapte pas. Il continue, quoi qu'il arrive. Et puis il y a un autre temps, un temps beaucoup plus discret, mais infiniment plus décisif, celui que tu sculptes, celui que tu autorises, celui que tu laisses entrer ou que tu repousses. Ce second temps ne se donne pas spontanément. Il ne tombe pas du ciel, il ne naît pas de la motivation ni de l'envie passagère. Il s'impose par décision, par exigence, par standard. Tu n'as pas besoin de longs discours pour expliquer ce qui compte réellement pour toi. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as même pas besoin d'y réfléchir très longtemps. Ton agenda le sait déjà. La forme de tes journées en porte la trace. La répétition de tes semaines raconte l'histoire à ta place. Si tout est toujours urgent, si l'essentiel est sans cesse repoussé, si ce qui devait faire avancer ta vie attend depuis des mois ou des années, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un manque de temps. C'est le reflet exact de ce que tu as accepté, de ce que tu as toléré, de ce que tu as laissé s'installer. Ton calendrier n'est pas un ennemi. Il ne te trahit pas. Il agit comme un miroir silencieux. Il dresse l'inventaire précis de ce que tu as choisi, même sans t'en rendre compte. Chaque créneau rempli, chaque espace absent, chaque répétition raconte une décision passée. On t'a peut-être appris à considérer le temps comme une ressource rare, quelque chose qu'il faudrait optimiser, comprimer, rentabiliser, gagner à coups d'outils, de méthodes et de routines toujours plus rapides. Mais cette vision est trompeuse. Le temps n'est pas une ressource que l'on gère. C'est une conséquence. La conséquence directe du niveau d'exigence que tu poses sur ta propre vie. Quand les standards sont bas, le désordre s'installe naturellement. Quand les standards s'élèvent, l'espace apparaît presque sans effort. Le temps ne change pas. C'est ton rapport à lui qui se transforme. Et tant que tu continueras à dire « je n'ai pas le temps » sans regarder ce que tu as placé à la place, rien ne bougera vraiment. Le premier pas n'est pas d'aller plus vite. Le premier pas est de regarder avec lucidité ce que ta journée accepte de contenir. C'est là que commence la reprise de pouvoir. Tu peux passer ta vie à croire que le temps te glisse entre les doigts, que tes journées se dérobent, qu'elles s'enchaînent sans toi, comme si une force extérieure avait pris le contrôle. Tu peux te raconter que tout va trop vite, que les obligations s'imposent, que le rythme est donné par le monde, par le travail, par les autres. Cette histoire est confortable parce qu'elle te retire une part de responsabilité. Elle te permet de penser que si tu avais simplement un peu plus de temps, tout irait mieux. Mais regarde plus honnêtement. Le temps ne disparaît jamais par accident. Il est toujours redirigé. Chaque fois que tu dis que tu n'as pas le temps, tu dis en réalité que ce moment précis a été attribué à autre chose. Même si tu n'as jamais formulé ce choix clairement, même si personne ne t'a demandé ce que tu voulais vraiment, même si tu as l'impression que tout s'est décidé sans toi, tes priorités, elles, travaillent en permanence, avec toi ou à ta place.
Les heures ne s'effacent pas parce qu'on te les vole. Elles s'effacent parce que tu les remets, encore et encore, à des choses qui ne déplacent rien d'essentiel dans ta vie. C'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent le temps comme on chercherait un objet perdu. Ils espèrent le retrouver un jour, dans une période plus calme, dans une version future de leur vie où tout serait enfin sous contrôle. Mais ce moment n'arrive jamais. Parce que le problème n'est pas le manque de temps, c'est le manque de standards clairs. Tant que tout est plus ou moins acceptable, tant que rien n'est vraiment non négociable, la journée se remplit d'elle-même. Elle se remplit de bruit, de demandes, de petites urgences, de choses faciles à accepter et difficiles à refuser. Le calendrier devient un empilement de compromis, et plus il se remplit, plus il donne l'illusion que tu es actif, impliqué et engagé. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose résiste, une sensation diffuse que tu avances sans avancer, que tu es occupé sans progresser. Ce malaise n'est pas un hasard. Il naît quand tes heures ne servent plus ce qui compte vraiment. Le temps agit alors comme un révélateur. Il met en lumière l'écart entre ce que tu dis vouloir et ce que tu honores réellement. C'est pour cela que ton agenda en sait plus long sur toi que tes intentions. Il ne ment pas. Il ne justifie pas. Il enregistre. Il montre ce que tu as accepté de répéter. Et la répétition n'est jamais neutre. Ce que tu répètes façonne ta trajectoire. Si tes semaines se ressemblent toutes, ce n'est pas parce que le monde t'y oblige, c'est parce que tes standards autorisent cette forme. Beaucoup ont appris à traiter le temps comme une matière à optimiser, à découper, à rentabiliser, comme s'il suffisait d'aller plus vite, de mieux s'organiser, d'ajouter des outils pour résoudre le chaos. Mais cette approche passe à côté de l'essentiel. Le temps n'obéit pas à la vitesse, il obéit à la clarté. Sans clarté, chaque minute devient une négociation. Avec la clarté, des espaces apparaissent là où il n'y avait que de la saturation. Observe autour de toi. Les gens protègent ce qu'ils considèrent comme précieux, leur argent, leur image, leur territoire. Ils installent des limites, des règles, des protections. Et pourtant, ils laissent leur temps, l'actif le plus irréversible, se faire grignoter à découvert. Quelques minutes ici, une sollicitation acceptée là, une conversation sans enjeu, un détour inutile, pris isolément, c'est insignifiant. Additionné, cela devient une vie fragmentée. À la fin, ce n'est pas un événement brutal qui te prive de ton temps. C'est une série de renoncements discrets, une abdication lente. Et tant que tu continues à croire que le problème vient de l'extérieur, tu restes prisonnier de ce cycle. La bascule commence quand tu poses une question différente. Pas où est passé mon temps, mais à quoi ai-je donné mon temps? À ce moment précis, quelque chose change. Tu cesses de subir l'horloge. Tu commences à regarder tes standards. Et c'est là que le vrai travail débute. Il existe une question simple, presque inconfortable, que peu de gens osent se poser franchement. Quel est le prix réel de vivre avec des priorités qui ne sont pas les tiennes? Pas celles que tu as choisies consciemment, mais celles que tu as héritées, absorbées, acceptées par défaut. Le prix ne se paie jamais immédiatement. Il ne tombe pas comme une facture soudaine. Il s'installe lentement, insidieusement, dans les interstices de tes journées. Il prend la forme d'une frustration diffuse, d'une sensation de tourner en rond, d'une fatigue étrange qui ne disparaît pas même après le repos. Cette impression tenace de faire beaucoup sans que ta trajectoire ne se déplace vraiment. Tu avances mais sans direction claire. Tu remplis tes journées, mais ton avenir reste figé. Et ce malaise grandit précisément parce qu'il est difficile à nommer. Tu travailles, tu t'occupes, tu réponds, tu avances de tâche en tâche, là et pourtant quelque chose manque. Ce n'est pas l'effort, ce n'est pas l'intensité, c'est l'alignement. Les heures que tu donnes ne nourrissent pas ce qui compte réellement pour toi. Elles servent des urgences extérieures, des attentes implicites, des rythmes qui ne sont pas les tiens. Ce coup-là n'apparaît pas sur un agenda, mais il s'inscrit dans ton corps et dans ton esprit. Il se traduit par une impression de piétinement, par une perte progressive d'élan, par cette question muette qui revient le soir. Pourquoi, malgré toute cette activité, rien d'essentiel ne semble bouger? Ce n'est pas un hasard si les personnes les plus occupées ne sont pas toujours celles qui avancent le plus. L'occupation peut masquer le vide. Elle peut donner l'illusion du mouvement sans produire de véritable progression.
À l'inverse, ceux qui disposent de larges plages de temps libre sans direction claire ressentent souvent une autre forme de malaise, une sensation de flottement, de perte de contrôle, comme si le temps s'étirait sans jamais se transformer en quelque chose de solide. Dans les deux cas, le problème est le même. Les priorités ne sont pas incarnées. Elles ne sont pas traduites en décisions concrètes. Elles restent théoriques, floues, facilement sacrifiées au premier imprévu. Tes priorités ne sont pas ce que tu déclares vouloir. Elles sont ce à quoi tu consacres tes heures, jour après jour, sans exception. Elles travaillent en permanence, que tu en sois conscient ou non. Et tant que tu ne les définis pas clairement, elles se définissent à ta place. Les heures ne disparaissent pas parce qu'on te les arrache. Elles disparaissent parce que tu les remets, souvent par facilité, par habitude, par inconfort face au refus. La vraie bascule commence quand tu cesses de te demander où est passé ton temps et que tu commences à regarder ce que tes standards autorisent. Ce regard n'est pas confortable. Il oblige à reconnaître que beaucoup de ce qui remplit tes journées n'est pas le fruit d'un choix assumé, mais d'une absence de décision. Pourtant, c'est précisément dans cette lucidité que réside la reprise de pouvoir. Tu veux savoir ce qui compte vraiment pour quelqu'un. Suis la trajectoire de ses heures, pas ses discours, pas ses intentions. Ses heures, elles racontent toujours la vérité. Si tu veux modifier ta trajectoire professionnelle, financière ou personnelle, il n'est pas nécessaire de tout bouleverser d'un coup. Il suffit de changer ce que servent tes heures, à partir d'aujourd'hui, pas demain, pas quand les conditions seront idéales. Maintenant. Chaque fois que la pensée « je n'ai pas le temps » traverse ton esprit, arrête-toi une seconde, pas pour te juger, pour observer. Demande-toi simplement « qu'est-ce que j'ai choisi à la place ?» Quel niveau d'exigence a façonné cette journée? À cet instant précis, tu ne contrôles toujours pas l'horloge, mais tu reprends quelque chose de bien plus important, ton rôle. Mais une vérité plus discrète reste encore à mettre en lumière. Si ton temps se vide avec autant de régularité et de silence, ce n'est pas à cause des grands drames, ni des crises soudaines, ni même des urgences exceptionnelles. Ces événements existent, bien sûr, mais ils ne représentent qu'une infime partie de la fuite réelle. La véritable hémorragie est structurelle. Elle est inscrite dans ta manière de fonctionner, dans les micro-mécanismes de tes journées, dans ce que tu fais sans même t'en rendre compte. Regarde de plus près. Ce ne sont pas les grands choix qui te coûtent le plus cher, mais l'accumulation des petits glissements. Il y a d'abord le temps de transition. Ce moment flou entre deux tâches, quand tu fermes quelque chose et que tu ouvres autre chose, sans décision nette. Ton esprit flotte, se réajuste, s'éparpille. Tu ne travailles pas encore, mais tu n'es plus vraiment au repos. Quelques minutes passent. Parfois 5, parfois 10. Multipliées par une journée entière, ces transitions deviennent des heures entières dissoutes sans laisser de traces. Il y a ensuite le temps de récupération émotionnelle. Après une discussion tendue, un message qui t'agace, une réunion qui te vide, ton attention ne revient pas instantanément. Ton corps est là, mais ton esprit reste accroché à ce qui vient de se produire. Tu rumines, tu rejoues la scène, tu cherches une réponse que tu n'as pas donnée. Combien de temps passes-tu réellement à retrouver ton plein niveau de présence? Beaucoup de personnes perdent plus d'heures à se remettre qu'à produire. Cette récupération invisible est rarement comptabilisée, pourtant elle pèse lourd. Il y a aussi l'indécision, le véritable assassin silencieux. Rester à l'intersection, repasser les options, ouvrir et rouvrir le même dilemme encore et encore, jusqu'à ce que l'énergie se dissipe et que l'élan se dissolve. L'indécision consomme quelque chose de bien plus précieux que le temps. Elle consomme l'énergie mentale. Et quand cette énergie est épuisée, même les heures disponibles deviennent stériles. Enfin, il y a l'évitement, celui que l'on préfère ne pas regarder. Quand une décision importante te met mal à l'aise, quand la prochaine étape te fait peur, quand tu sais exactement ce qu'il faudrait traiter, mais que tu remplis ta journée de tâches petites, familières, sans danger. Elles sont rassurantes, elles sont accessibles, elles donnent l'illusion d'être productif. Mais elles colonisent ton calendrier comme des plantes envahissantes. Pendant ce temps, le travail qui transforme réellement ta situation est repoussé, encore et encore.
Ce ne sont pas les interruptions spectaculaires qui détruisent ta semaine. Ce sont les micro-fuites répétées, intégrées à l'intérieur même de tes habitudes. Le monde professionnel est particulièrement habile pour maquiller ce gaspillage. Un agenda saturé peut sembler impressionnant. Des journées pleines peuvent flatter l'ego. Mais l'activité n'est pas un résultat. On peut courir toute la journée et rester exactement au même endroit. Si le soir tu te demandes souvent pourquoi si peu de choses ont réellement avancé, ce n'est pas un manque d'effort. C'est un problème de ciblage. Tant que ton énergie se disperse dans ces micro-fuites invisibles, même les journées les plus remplies te laisseront avec la sensation de ne pas avoir bougé.